Nouvelle session de l'information Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le président Patrice Talon a accordé un entretien exclusif ce mardi à la presse, un exercice rare au cours duquel il s'est prononcé sur la situation politique nationale, l'attitude de Boni Yayi et la non-participation du Parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2026. Des hommes, des femmes et des jeunes venus de différents horizons on prépare ce lundi à une formation organisée par le mouvement Les Inconditionnels de Ouadani, président 2026. Cette première session qui s'est tenue à Koma lance une série de formations gratuites destinées à développer les compétences des populations. À la page inter aux États-Unis, les élections municipales de ce mardi ont livré le verdict. Zoran Mamdani est devenu la nuit dernière maire de New York. Le candidat démocrate a recueilli plus de 50% des suffrages. Hier soir, à 20h30, le chef de l'État s'est présenté face aux journalistes Sejayaka sur les antennes de la télévision nationale. Dès les premières minutes, le ton était donné. Pendant 48 minutes, il a abordé des sujets majeurs. Sa rencontre avec l'ancien président Boni Yayi, le Parti Les Démocrates et la réforme du système partisan. Le président est également revenu en détail sur sa rencontre avec Boni Yayi en dévoilant les points essentiels de l'échange. Suivons-le. Quand le président Boni Yayi est venu me voir ici au palais il y a quelques jours, il m'a demandé, mais il faut faire quelque chose pour que le duo soit réhabilité. Mais je lui ai dit, je ne suis pas fait de miracle. C'est trop tard. Vous le saviez ça, pourquoi vous n'avez pas voulu le faire plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire un accord avec les FCBE, ni avec BR, ni UP? Mais il m'a dit oui, d'accord, c'est trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je dis, monsieur le président, dites-moi, s'il y a un moyen de le faire, je le ferai. Mais je ne trouve pas comment revenir en arrière. Il souhaitait quoi? Annuler le processus. Il faut repartir, mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas que leur intransigeance, leurs erreurs amènent le pays à faire du n'importe quoi. Donc j'ai dit, monsieur le président, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux rien faire, je ne vois pas ce que je peux faire pour ramener le processus en arrière afin que Maître Agbodjo et l'audio soient à nouveau éligibles. Je ne sais pas ce que je peux faire. Si vous trouvez quelque chose à me conseiller qui est dans mes cordes, je le ferai. Mais quelque chose de réaliste. Et puis nous avons parlé de législative. Et je lui ai dit, monsieur le président, attention. Ce que vous voulez faire, ne continuez pas, parce que si jamais il y a un malheur aux législatives, vous serez seul responsable. Vous n'allez pas chercher encore Talon si jamais les élections législatives se passent mal et que les démocrates ne sont pas au Parlement. Parce que le risque n'est pas au Parlement, guette tout le monde. Tous ceux qui veulent aller aux élections tout seuls, ils sont guettés par ce risque-là. Et si ça arrive, et il m'a dit, le président Boni Yayi, j'ai entendu dire que j'ai dit que je veux que tout le monde aille au BR ou à l'UP. Mais ce que je lui ai dit, c'est simplement que les uns et les autres discutent, que les démocrates peuvent discuter avec UPBR, mais discuter avec CBE pour faire une déclaration d'intention, d'amour. Même si l'amour ne se consomme pas après, parfois la déclaration peut suffire. Pour qu'il n'y ait pas ce risque-là. Il est parti d'ici en me disant qu'il me reviendrait là-dessus et qu'au besoin, je pourrais aider à ce que les UPBR acceptent de le faire. Le débat a eu lieu chez les démocrates au lendemain de son arrivée ici. Le débat a eu lieu. Certains ont dit « Alléluia, il faut le faire ». D'autres ont dit non. Et in fine, le président Boni Yayi lui-même a dit non. Nous aurons des élections dans ces conditions, quelles que soient les conséquences que ça va générer. Et nous verrons bien après ce qui va se passer. Mais alors, il ne se passera rien du tout. Si les démocrates décident d'aller aux élections dans ces conditions, ben, il ne se passera rien du tout. Je vais prier simplement pour qu'ils gagnent, qu'ils enlèvent des sièges pour que le pays retrouve son calme comme d'habitude. Permettez que j'aille de conclure. Il y a des web activistes qui sont dans la même dynamique, qui seraient en détention aujourd'hui. Par exemple, Boni Yayi
m'a prié de faire quelque chose pour les libérer. Je dis, mais je fais quoi, Monsieur le Président? C'est la justice je ne commande pas la justice en cette matière. Il me dit, non, faites quelque chose parce que quand ils vont sortir, ils ne recommenceront plus. Je dis, ah bon, Président, vous pouvez en jurer? Il m'a dit oui. Et c'est alors que je lui ai dit, ah bon, donc vous êtes commanditaire. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je veux donner un mot de fin pour exhorter les uns les autres, exhorter les démocrates à être disposés à tout, disposés à ouvrir. Le processus électoral en vue des élections communales de 2026 au Bénin franchit une nouvelle étape. Ce mardi, 3 formations politiques à savoir la Foscori pour un Bénin émergent, Mouel Bénin, et le parti d'opposition, les démocrates, ont reçu leur récépissé provisoire de la Sénat. Ces partis rejoignent ainsi l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain qui avaient déjà obtenu le même document confirmant leur conformité provisoire aux exigences légales pour participer au scrutin suivant. C'est avec satisfaction que le parti FCBE vient de recevoir son récépissé provisoire après une semaine de dur travail ici par rapport au dépôt de déclaration de candidature du parti FCBE pour la participation aux élections communales de 2026. C'est une grande joie pour nous de recevoir ce récépissé provisoire. Ça nous permettra vraiment de prendre toutes les dispositions pour donner satisfaction aux notifications que nous avons reçues en ce qui concerne les observations par rapport aux pièces qui restent à compléter. Nous sommes soulagés. C'est une grande joie pour nous de recevoir ce récépissé et cela nous montrera qu'à la fin, on sera gagnant. Responsable de la Sénat, merci beaucoup à tous les conseillers de la Sénat. Ça n'a pas été facile, mais au bout du rouleau, nous avons le document et nous sommes sûrs que nous aurons le récépissé définitif pour pouvoir participer à ces élections communales de 2026. Personne ne nous attendait à ce stade. Pouvoir mobiliser sur toute l'étendue du territoire national 3630 candidatures, ce n'est pas donné à tous. La preuve, le répertoire des partis politiques au Bénin ne compte pas seulement 5 partis. Mais 5 partis politiques ont pu relever ce défi. Ce que je vois, c'est que les prochaines années, la Sénat sera encore beaucoup plus professionnelle. Et au-delà de l'organisation des élections, dans sa prérogative de gestion des partis politiques, elle sera encore plus performante. Je souhaite simplement que cet outil soit mis à la disposition des partis politiques en temps ordinaire pour nous permettre de gérer la base de données de nos militants. Nous avons travaillé avec beaucoup de soin, avec beaucoup de minutie pour présenter un dossier sans faute. Il y a quelques observations. Nous allons nous atteler à lever ces observations conformément au délai légal. Nous avons 72 heures. Et je crois que nous tiendrons dans le délai si l'administration ne nous fait pas quelques petites chicaneries. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tout le personnel de la Sénat qui a été à nos côtés. C'est vrai que j'ai salué la Sénat, mais je dois aussi reconnaître qu'elle nous a donné du fil à retordre par rapport à la plateforme dont la mise en œuvre a été extrêmement difficile. Nous prions Dieu que cette administration collabore afin que nous ayons une élection inclusive à laquelle participent toutes les composantes politiques du pays. Et dans le reste de l'actualité, des hommes, des femmes et des jeunes venus de différents horizons ont pris part ce lundi à une session de formation initiée par le mouvement Les Inconditionnels de Ouadani, président 2026. À travers cette activité, le mouvement a donné le coup d'envoi d'une série de formations gratuites destinées à renforcer les capacités des populations. La première étape de cette initiative s'est tenue dans la commune de Koma où les participants ont pu suivre plusieurs modules de formation suivant le reportage.
Dans le cadre de ces activités citoyennes et de renforcement de capacités, le mouvement Les Inconditionnels de Ouadani, président 2026, a lancé ce lundi 3 novembre une série de formations destinées aux populations. La commune de Koma a accueilli la première étape de ce programme qui a réuni de nombreux participants autour de modules variés. Aujourd'hui, vous voyez que tout ce que nous offrons en termes de pâtisserie, en termes de savonnerie, en termes de transformation agroalimentaire, sont des produits qui sont fabriqués localement, qu'on peut commercialiser facilement sur l'ensemble du territoire national. Et avec cette formation, les familles vont commencer par s'épanouir, les gens peuvent travailler à la maison, les gens peuvent accompagner de cela ce qu'ils font déjà et cela va participer au développement local. Si au cours de cette formation, notre objectif, c'est de sensibiliser les populations sur l'engagement citoyen. Parce que les jours qui sont devant nous sont des jours d'élection et nous profitons pour les inculquer le fait que la participation ou leur participation aux élections qui viennent sont très importantes. Les Inconditionnels de Ouadani, président 2026, se sont fixés pour objectif d'offrir aux populations les outils indispensables pour gagner en autonomie, développer leur talent et réussir dans l'entrepreneuriat. Une initiative saluée par les personnalités locales de la commune de Koma. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette formation pour la jeunesse et les femmes. Nous ne pouvons se vanter de se passer de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Pour mieux vivre, il faut créer soi-même son propre entreprise pour pouvoir gagner et vivre aisément dans son coin. Donc nous le faisons à la mairie, mais je ne peux que remercier les Inconditionnels de Ouadani. Nous, à notre niveau, nous sommes restés disponibles à accompagner cette formation de 3 jours pour montrer à la population que l'entrepreneuriat est indispensable aujourd'hui dans tout le Bénin et surtout dans la commune de Koma. Cette initiative, elle est la bienvenue et ça va permettre à notre jeunesse, donc à cette couche-là, qui cherche coûte que coûte donc à aller de l'avant, mais ils n'ont pas donc des moyens. À partir donc de ce jour, je crois qu'on leur donne les outils nécessaires pour faire face aux vicissitudes de la vie. Parce que si tu sais faire quelque chose, oh, vraiment c'est déjà bien, c'est que ça va te nourrir, ça va nourrir ta famille, les enfants et tout ça là iront donc de l'avant. Le contrat commercial est en train de remplacer le contrat de travail et le salariat classique est en train de tomber. L'organisation de cette formation pour permettre à la jeunesse de s'autosuffire parce que nous sommes à une période où l'individu devient le moteur de la production de sa richesse. À travers ce geste, le mouvement réaffirme son soutien indéfectible au candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Ouadani, tout en sensibilisant les citoyens sur les enjeux électoraux. Place à présent à l'actualité internationale. Depuis plusieurs semaines, Bamako et d'autres villes du Mali font face à une grave pénurie de carburant. Derrière cette situation inédite se cacherait une nouvelle stratégie du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui cible désormais les convois pétroliers afin d'asphyxier l'économie nationale et de fragiliser le pouvoir du colonel Assimi Goïta. Face à cette crise persistante, le chef de l'État s'est exprimé pour tenter de rassurer la population et apporter des éclaircissements sur les mesures en cours suivantes. Le général Assimi Goïta, président de la transition au Mali, s'est exprimé lundi pour la première fois sur la crise du carburant qui affecte le pays. Cette crise est due au blocage par un groupe djihadiste nommé Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda et qui attaque les camions-citernes sur les principaux axes routiers. Le gouvernement travaille à trouver des solutions aux difficultés actuelles, mais certaines réponses doivent aussi venir des familles. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de sortir plusieurs fois par jour en voiture ou à moto doivent comprendre que nous traversons une période difficile marquée par la pénurie de carburant. Il est nécessaire de limiter les déplacements inutiles et de chercher des solutions au sein de chaque foyer. Je remercie
remercie la population pour sa patience, mais il faut comprendre que cette situation va perdurer encore un certain temps. L'armée malienne a tenté d'escorter les camions de carburant des zones frontalières jusqu'à Bamako, tout en ciblant les sites des djihadistes par des frappes aériennes. Lors de l'escorte des convois et des camions citernes, nous enregistrons malheureusement des pertes humaines, des embuscades, des camions qui prennent feu et des personnes qui meurent brûlées. Si ce carburant est ensuite détourné ou vendu à un prix élevé alors qu'il y a des morts et des blessés sur les routes, ceux qui le font jouent en réalité le jeu de l'ennemi. Le blocus constitue un revers majeur pour les autorités maliennes alors que le pays dépend des importations de carburant en provenance du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le Maroc célèbre désormais le 31 octobre comme Aïd al-Wada, une nouvelle fête nationale proclamée par le roi Mohamed VI pour marquer l'unité et l'intégrité territoriale du pays. Cette annonce intervient peu après le soutien de l'ONU au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, un territoire disputé depuis des décennies. Le reportage. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a proclamé le 31 octobre comme nouvelle fête nationale après l'adoption par l'ONU d'une résolution sur le Sahara occidental. Baptisé Aïd al-Warda ou fête de l'unité, ce jour symbolise l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Maroc, selon un communiqué du Palais Royal. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi dernier une résolution consacrant le plan d'autonomie marocain comme base des négociations sur le futur du Sahara occidental. Cette résolution est une victoire diplomatique pour le Maroc. Depuis 50 ans, le Sahara occidental est au cœur d'une bataille pour sa souveraineté entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est reconnu comme un territoire non autonome par l'ONU. D'élu local largement inconnu à premier Zoran Mamdani, 34 ans, issu d'une famille d'intellectuels de la diaspora indienne et classé à gauche du Parti démocrate, s'est imposé en quelques mois dans le paysage politique américain. Socialiste, revendiqué et opposant résolu à Donald Trump, il est élu ce mardi à la tête de la plus grande ville des États-Unis. C'est après moi. Zoran Mamdani savoure sa victoire aux élections municipales à New York. À 34 ans, le démocrate né en Ouganda devient ainsi le plus jeune maire de l'histoire de la plus grande ville des États-Unis. Une victoire qui confirme les promesses des sondages. Mamdani a battu l'ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa. En cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons qu'il faut défendre ceux que nous aimons. Que vous soyez un immigrant, un membre de la communauté transgenre, l'une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées d'un emploi fédéral, une mère célibataire qui attend toujours que le coût de l'épicerie diminue, ou toute autre personne qui a le dos au mur, votre combat est aussi le nôtre. New York restera une ville d'immigrants, une ville construite par des immigrants, alimentée par des immigrants. Et à partir de ce soir, elle sera dirigée par un immigré. Alors écoutez-moi, président Trump, quand je dis ceci. Pour atteindre l'un d'entre nous, vous devrez passer par nous tous. Les relations entre Trump et Zoran Mamdani ont de l'eau dans le gaz. Le président américain a menacé de couper les subventions fédérales à la ville dont il est originaire en cas de victoire de Mamdani. La guerre entre les deux hommes ne fait que commencer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.